Marc Menou, Oui. qui est professeur d'économie à Toulouse Capitole. Mais enfin, il nous parle tellement de philosophie que je ne sais pas si c'est encore où il habite. Oh, quand même. Marc, je te passe la parole. Entendu, oui, bonsoir. Bon, ben, tout ce qui a précédé est intéressant. Quelque part, il y a un peu la synthèse. Enfin, il y a des points sur lesquels je vais revenir sans doute. Donc, je vais essayer de passer vite. Et il y a un point qui n'a pas trop été abordé, c'est l'aspect juridique que je traite à la fin. Ouais. Voilà, donc je rappelais qu'effectivement, nous avions déjà parlé de l'IA et de ses, comment dirais-je, de ses limites, hein, le 4.11. Voilà, il y a une petite erreur. Oui, 11. Et aujourd'hui, on va parler de l'IA matérielle et plus précisément des robots anthropomorphes. Ce qui fait qu'on délaisse donc Paro, on l'a vu hein, dans quelques diaporamas déjà, qui est utilisé pour les personnes âgées de type Alzheimer. C'est un robot aussi. Hein. Il y a Aibo Dog là, de Sony qui est aussi très utilisé pour les enfants. On a parlé aussi de DaVinci, hein, qui est un robot, comment dirais-je, médical. Ouais. De la Google Car, de Persévérance, enfin du moins on a vu la photo, hein, qui est donc sur Mars actuellement avec une caméra toulousaine, là, je crois. Hein. Des robots industriels, donc tout ça, on n'en parle pas tellement aujourd'hui, encore que moi je ne vois pas trop la différence entre un robot à forme humanoïde et puis un robot industriel, par exemple, hein, à part la forme, bien sûr. Mais les robots donc se multiplient. Alors on a parlé de Nao qui enseigne hein, vers les enfants autistes, etc. Roméo qui s'occupe des personnes âgées. Je fais une petite galerie. Hein. Al qui aide aussi les personnes âgées là, avec un exosquelette. Il est capable de porter des poids. Spencer, on l'a vu hein, à l'aéroport d'Amsterdam, qui oriente les passagers. Erika, alors, qui est présentatrice de journal télévisé et actrice d'un film, film B. Il y a Junko Shihira aussi, qui parle 3 langues et même le langage des signes. Donc, elle est utile proche des touristes. Il y a Pepper, on en a parlé aussi, hein, qui commence à s'implanter dans les hôtels, les entreprises au Japon. Mais ailleurs, il est vendu. Le Japon est le premier pays producteur de robots. Et on a même Waymintra, qui est une spationaute pour l'Inde. Elle va partir dans l'espace. Où elle est partie déjà. Et Aïda, qui est une artiste peintre. Donc c'est vraiment un robot peintre. Donc on voit que la population des robots se développe en prenant des formes plus ou moins humaines. Donc là aussi, j'ai mis en parallèle des robots type Alpha 2 face à Cléo qui chantent des chansons de, je sais plus, la canadienne connue. Asimo en face de Gia. Atlas en face de Nadine. Magie et Mark One. THR3 et Sophia, dont on a parlé souvent. Donc, on voit que cette multiplication des robots peut poser un certain nombre de questions au niveau de l'emploi, au niveau des interactions, au niveau du contrôle et au niveau du droit. Bon, pour l'emploi, alors certains, c'est le débat classique, hein, considèrent que c'est tuer le travail si on emploie des robots à la place des hommes. Et pour certains, c'est aussi un moyen d'éviter certaines tâches. Donc, je vous ai mis là une image du robot Meister, qui est en fait un robot conçu par
une entreprise japonaise d'automobile bien connue, et qui a été chargée d'aller sur le site de Fukushima après l'explosion nucléaire. Donc on voit que les robots ont quand même des tâches où ils peuvent pallier les êtres humains dans certains cas. Et les Japonais, on va le voir, investissent beaucoup sur les robots parce que pour eux, c'est le moyen de compenser le vieillissement de la population. Donc là, il y a des questions économiques qui se posent, hein, parce que effectivement, si un robot possède à la fois le travail, le capital et le savoir, ça veut dire qu'il dispose de toute la valeur ajoutée qui lui permet d'être dominant en termes économiques, hein. Un pays dans les échanges qu'il pratique avec les autres est dominant dans la mesure où il dispose de plus de travail, de capital et de savoir en quantité et qualité. Et donc, si vraiment le travail, si certains sont privés de travail, eh bien, ils ne pourront vivre que de redistribution. Et là, donc, c'est un peu un paradoxe parce que justement, plus l'économie sera robotisée, plus la productivité sera importante et plus la redistribution pourra l'être. Et donc aujourd'hui, on a dépassé les craintes, hein. Aujourd'hui, la mécanisation et la robotisation déplacent les emplois, ça c'est certain, ça en supprime à certains endroits et ça en crée à d'autres. Ça disqualifie en tout cas le manque de compétences, c'est-à-dire que c'est surtout les emplois à faible qualification qui vont disparaître, mais ça améliore la compétitivité de l'économie. Donc globalement, on voit bien que les économies qui ont robotisé de façon industrielle, hein, ont maintenant des avantages par rapport aux autres. Alors le deuxième problème que je citais, c'est celui de l'interaction. Donc on voit peut-être que, encore une fois, comme à l'exemple des Japonais, hein, plus la société vieillit, plus on aura peut-être besoin d'assistants, hein, comme ça a été dit. Les robots cohabiteront de plus en plus avec les êtres humains. Laurence a parlé aussi de la cobotique, hein, qui désigne une collaboration toujours plus grande entre l'homme et la machine. Il va falloir, mais bon, Rachid nous a montré tous les problèmes que ça posait, hein, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et en fait, si on choisit des formes humanoïdes, c'est pour les adapter à l'environnement des humains, hein, c'est plus facile. Et donc, aussi pour les humains, ça les rendrait plus prévisibles et donc moins étranges. C'est là un peu pourquoi on va vers la forme humanoïde, avec un deuxième problème que je vais citer tout à l'heure, mais qui a déjà été évoqué. Alors, est-ce que les interactions entre les humains et les robots risquent de tourner au drame, hein? Il y a un film et une série qui s'appelle Westworld qui va dans ce sens, hein, où on voit que les robots prennent le dessus sur les êtres humains. Bon, c'est de la fiction, bien sûr. Il y avait un autre film sur lequel se base Ishiguro, qui a été cité tout à l'heure, hein, on a vu sa photo, qui est Blade Runner et qui est plutôt au contraire, lui, assez favorable aux interactions. Donc il faut que le logiciel qui a derrière ces robots bien, comprenne des souplesses et des garde-fous, hein, de façon à protéger bien sûr les êtres humains. Voilà, donc c'est la même courbe qu'on vous a montrée de la fameuse vallée de l'étrange ou de la vallée dérangeante, qui a été conçue en 1970 par Masahiro Mori, un japonais toujours, et donc qui montre que plus les robots ressemblent aux humains, comme ils ne ressemblent pas totalement, leurs défauts, hein, leur différence paraît monstrueuse. Et donc, on tombe dans cette fameuse vallée. Et donc, on va le voir, mais je précise avant qu'en fait, on a parlé beaucoup de la vallée de l'étrange au physique des robots, par rapport au physique des robots, mais ça doit aussi s'appliquer
à leur pensée, si on peut dire, à l'IA. Et donc, il y a plusieurs explications pour cette vallée de l'étrange. La première, c'est que ça nous ramènerait au rappel de la fameuse philosophique peur de la mort. Si les robots ne sont pas tout à fait humains, leurs imperfections nous rappelleraient la mort ou des choses de ce genre, la gestion de la terreur, donc. Ça, c'est la première. Et la deuxième serait aussi, les robots humanoïdes seraient capables d'activer nos neurones miroirs, une théorie. Seulement, d'un côté, ça entraînerait une certaine empathie, mais en même temps, une dissonance cognitive, parce que justement, en même temps qu'on les reconnaîtait presque comme des êtres humains, on s'aperçoit qu'ils n'en sont pas. Donc, ça va entraîner deux tendances, soit bien distinguer les humains et les robots, comme Nao, que je vous ai montré tout à l'heure, sauf au Japon, où au contraire, on va aller vers ne pas les distinguer, avec Erika, qui est quand même assez, comment dirais-je, proche de l'humain en général. Ou alors, on cherche à dépasser la vallée de l'étrange en les rendant plus humains, et en particulier, certains disent même plus sexy. Donc, deux axes de recherche vont chercher à les rapprocher de l'être humain, dépasser la vallée de la dérangeante, en les dotant de la conscience et des émotions. Alors là aussi, ça a été dit, mais il faut insister là-dessus, il n'y a pas une vraie conscience, il n'y a pas de vraies émotions ressenties, c'est simulé en fait, plutôt que de les doter. Donc côté conscience, on s'aperçoit que l'IA pourrait les amener à résoudre des problèmes par eux-mêmes. On a parlé de deep learning, etc., machine learning, sans professeur humain. Les robots pourraient s'enseigner tout seuls, apprendre de leurs expériences. On a parlé aussi justement des chatbots, donc là-dessus, je n'interviens pas plus. Côté émotion, bien, les travaux cherchent à faire en sorte qu'ils déchiffrent certaines émotions des humains, qu'ils présentent des expressions aussi d'émotions, et même qu'ils génèrent des émotions chez les humains. Alors, le problème, c'est que c'est très ponctuel. On est, même si ponctuellement, on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine proximité entre le robot et l'être humain, on s'aperçoit que c'est vraiment limité comme champ, c'est à chaque fois. En plus, elle a parlé de la communication verbale, mais les chercheurs aussi cherchent à développer la communication non verbale. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que dans nos communications, les communications non verbales, c'est 80% de la communication. La communication verbale, c'est que 20%. Donc, en même temps qu'il y a une communication verbale, qu'il y a une communication non verbale, par les expressions du visage, etc., ce n'est pas négligeable. Et alors, bon, je pensais faire un scoop en parlant d'informatique affective, mais Laurence vous en a largement parlé. Et donc, le troisième problème qui se pose, c'est celui du contrôle. En même temps, le mythe de Frankenstein refait surface, à savoir que Frankenstein, c'est une créature créée par les humains, mais qui lui échappe. Donc, est-ce que ces robots qu'on est en train de fabriquer, on les contrôlera toujours? Serge Tisseron, le psychologue, dit que dotés de conscience et d'émotion font apparaître les robots comme moins dangereux. Quelque part, ça peut endormir notre méfiance. Mais est-ce qu'on gardera vraiment le contrôle tout le temps? Alors pour l'instant, il faut voir dans les balbutiements, on est dans ce qu'on avait appelé à la fois l'IA faible, on n'est pas encore dans l'IA forte. Et puis qu'en est-il aussi des robots tueurs? Ça là, système d'armes létales autonomes. Ça veut dire que ces robots tuent de leur propre chef. Bien sûr, il y a un programme derrière. Et donc là, je vous ai montré le fameux Samsung SGR A1 qui est en position sur le front entre
la Corée du Sud et la Corée du Nord. Hein, de plus en plus, c'est lui qui surveille la frontière entre les deux. Et donc, les soldats ont appris des mots, des mots, comment on appelle ça, des codes, des mots de passe. Et si le soldat ne se rappelle plus du mot de passe, il a toute chance d'y passer. Puisque là, on ne le voit pas, mais il y a quand même un fusil avec cet animal. Et donc, la dernière question, bon, c'est vrai que j'aurais pu parler question d'éthique, mais ça a été fait largement juste avant. Il y a la question du droit. Les interactions entre humains et robots se développent et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un droit des robots? Pour l'instant, dans le droit, c'est qu'un meuble, comme un autre, mais à terme, on devrait lui accorder sans doute une identité comme personne numérique et les robots devraient prendre une assurance parce que, on va voir, on pourrait leur en vouloir. Car l'automatisation sera confrontée, comme tout individu, à des choix cornéliens, choix économiques. La question du libre arbitre se posera alors, celle de la responsabilité du robot. On a parlé, par exemple, c'est l'exemple qu'on prend souvent là, de la machine, de l'automobile autonome. Hein, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est celui qui a fait le logiciel? Qui est-ce qui est responsable? D'autant plus que si je dis qu'il y a un choix cornélien, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, l'automobile devra choisir entre écraser un enfant ou alors l'éviter, mais dans ces cas-là, tuer les occupants du véhicule. Hein, donc là, on voit bien que la question de la responsabilité va se poser. Et une responsabilité qui augmente puisque plus ça va, hein, plus l'autonomie se développe. Donc, le Parlement européen a adopté le 16 février 2017 un texte on civil law rules and robotics. Hein, on pense déjà à un droit des robots, conférer une identité juridique aux robots. Hein, mais bon, on verra ce que ça donne. Et il y a aussi une remarque qui a été faite, c'est que s'il n'y a pas tellement de responsabilité des robots, hein, eh bien finalement, les humains, confrontés encore une fois à ces choix cornéliens, hein, où d'un côté on perd, de l'autre côté on perd, eh bien, risquent de laisser prendre les décisions aux robots et se déresponsabiliser. Ça serait très commode, après tout. C'est vrai. Conclusion. Les relations sociales étant incriminées dans la transmission du Covid, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ces relations sociales par des relations avec les robots uniquement? Ça nous éviterait peut-être le confinement. Drôle de vie. Et bien entendu, je ne pensais pas aux sexbots en vous disant cela, comme Harmony, Jenna, Z Wandel, Deborah, hein, parce que ça en dirait long sur notre état d'esprit, parce que là aussi, personne ne l'a évoqué, mais il y a un large panier de robots qu'on appelle les sexbots, donc, qui font fureur. Hein, et ouais. On en produit dans le monde entier, en France aussi. Gen E est française, Harmony est japonaise. Voilà. Il y a même des maisons closes, j'ai appris en travaillant cette question, à Barcelone, ah bon, qui sont remplies que de robots. Ouais. Voilà, c'était un petit clin d'œil final.